Cédric, bienvenue au Palais des Sports. Merci. Le public vous connaît comme écrivain voyageur. Hein. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, romans, récits de voyage, enquêtes journalistiques aussi, puisque vous avez remporté le prix Albert Londres du livre en 2020 pour votre enquête sur les frères Abalakov, les alpinistes de Staline. Vous racontez que c'est en enquêtant sur les frères Abalakov que vous avez eu envie d'aller visiter, découvrir ce glacier Fedchenko. L'histoire de la conquête du Pamir, elle est d'abord russe. Comment est-ce que vous expliquez ce lien entre la Russie et ce massif de montagnes? C'est assez simple, c'est eux qui sont arrivés les premiers. Enfin, à l'époque du Grand Jeu, il y avait les Britanniques qui venant des Indes avaient colonisé l'Afghanistan et puis ils se sont retrouvés en face des Russes. Et les Russes étaient au Pamir. L'alpinisme est arrivé assez tard dans ce pays, mais ils l'ont porté jusqu'à ces régions qui avaient intégré l'URSS et qui étaient aussi des régions à cartographier, à découvrir tout simplement. Donc ça a été un alpinisme assez scientifique, un alpinisme qui se voulait utile. De toute façon, le communisme n'aurait pas toléré l'alpinisme tel qu'on le pratique aujourd'hui, qui est un loisir. Ça a été un alpinisme d'exploration. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Et j'aurais sans doute beaucoup aimé être à leur place d'ailleurs. Et c'est ce qu'on a fait un petit peu. On a redécouvert ce glacier Fedchenko qui est très présent dans les chroniques de l'alpinisme soviétique. Alors c'était un territoire fermé pour les Occidentaux, d'où notre ignorance de ce glacier, et qui est pourtant le plus long du monde, hors pôle. Alors on s'est emparé de ça avec Mathieu pour en faire un peu un symbole et une bonne excuse afin de se rendre au Pamir. En fait, l'idée, c'était de montrer dans un film le contraste entre la mer d'Aral, qui est absolument asséchée, pratiquement asséchée aujourd'hui, et ce glacier qui est en pas trop mauvaise forme, on va dire, par rapport à d'autres glaciers du monde, et qui surtout représente une masse de glace colossale et qui est aux sources de la mer d'Aral, aux sources du bassin versant d'un fleuve qui s'appelle l'Amou Daria, qui terminait sa course dans la mer d'Aral, puisqu'aujourd'hui il ne l'atteint même plus, et qui au passage abreuve l'essentiel des populations du Tadjikistan, de l'Afghanistan, de l'Ouzbékistan et du Turkménistan. Les glaciers du Pamir, c'est à peu près 3,5 fois de plus de volume de glace de plus que les Alpes. Et la mer d'Aral, à l'origine, c'est la surface de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui serait réduite aujourd'hui à la surface de l'Isère. Voilà, ça donne à peu près les proportions de la chose. Effectivement, Christophe Réla, dans son film, raconte que la station météo qu'on aperçoit rapidement en rive gauche du glacier a été installée en 1936. Elle est toujours opérationnelle? Elle fonctionne toujours? Non, elle a été abandonnée avec l'URSS en 1991. Les scientifiques qui étaient à l'année là-bas, c'était comme en Antarctique, ils se relayaient pour faire des hivernages notamment, ont abandonné la base. Je pense qu'en fait, ils ne recevaient plus de salaire et que le Tadjikistan, devenu indépendant, n'avait plus les ressources pour maintenir cette veille scientifique, d'autant que sont apparues des stations automatiques qui ont été installées un peu plus tard et qui fonctionnent aujourd'hui, mais qui ne sont pas tadjiques. Elles sont allemandes, américaines, japonaises, etc. Donc autant ce glacier a été un aimant de l'exploration soviétique, autant aujourd'hui, il semble complètement oublié. Bon, il n'est pas oublié par tout le monde. La preuve, Fanny Brun, qui est à Grenoble, dès qu'on l'a contacté, a pu nous renseigner. Alors en revanche, c'est vrai qu'il est hors circuit, il est un peu hors le monde. Techniquement, ce qu'on a fait n'a rien d'exceptionnel, mais il n'y a pas de village, de route vraiment à proximité de ce glacier. C'est peut-être pour ça qu'on l'a un petit peu oublié. Et puis, il était tout simplement inconnu parce que dans une URSS qui ne s'est ouverte que récemment, même le Tadjikistan, depuis le 1er janvier, on peut aller au Tadjikistan sans visa, mais jusque-là, c'était encore un pays qui n'était pas si simple à visiter. Racontez-nous un peu cette exploration avec Mathieu Torder, Christophe Réla. Vous étiez tous les trois, accompagnés de guides. Combien de temps est-ce que ça vous a pris d'accéder au glacier, de le traverser, d'en revenir? Au total, on a pris 2 semaines pour traverser toute cette région. On avait un vieux guide soviétique très sympathique, tadjiko-russe, et puis on avait recruté des porteurs dans la vallée de Liouakhan, qui est la vallée qui fait la frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan. C'est long, mais ça n'a rien de très compliqué. En revanche, c'est fascinant parce qu'encore une fois, c'est un glacier inaccessible. Dans cette vieille station soviétique qu'on dirait avoir été abandonnée hier, il y a un livre d'or qui recense le passage de tous
alpinistes, et visiblement il n'y en avait eu que 2 en un an avant nous. Donc ce sont des lieux très très peu fréquentés. Et ça confère forcément une certaine dimension, tout ce qui est la solitude confère aujourd'hui sur une planète surpeuplée une certaine dimension à ce genre de voyage. Du fait de la fonte des glaciers, les scientifiques estiment que la Moudaria pourrait perdre une grande partie de son débit. Vous me précisiez tout à l'heure que, en plus de ça, l'irrigation est toujours importante. On irrigue même des affluents asséchés. Est-ce que cette réduction globale, ce partage des eaux, fait peser sur cette région une menace dans l'équilibre géopolitique? Il existe aujourd'hui des accords entre l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il en retourne? Oui, bon, la situation en réalité est tendue. Les quotas de distribution de l'eau, ils sont hérités de l'ère soviétique et ils sont très difficiles à renégocier parce que personne ne veut rien céder. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est que l'Asie centrale. C'est une région extrêmement aride et donc la ressource en eau, elle vient des montagnes. Donc, c'est une dépendance à l'eau qui forcément fragilise les économies. Il faut bien comprendre que c'est pas forcément récent. On a, nous, cette idée que l'irrigation, les plans khrouchtcheviens, décennaux, quinquennaux de l'URSS ont mis en péril la mer d'Aral. C'est vrai. Mais l'irrigation est quelque chose de très ancien et absolument consubstantiel à l'Asie centrale. Vous connaissez tous les routes de la soie, les récits de Marco Polo, que sais-je. Les routes de la soie, ce ne sont que des oasis. Et dès l'époque de la route de la soie, dans les différents empires qui se sont succédés en Asie centrale, on a pu construire des villes comme Samarkand, Bukhara ou Khiva que parce qu'il y avait déjà à l'époque l'irrigation. Donc les Soviétiques ont démultiplié l'irrigation et finalement mis en danger la mer d'Aral. Mais je reviens d'Ouzbékistan et on a tourné par exemple dans un site archéologique qui s'appelle Paykent et qui est une cité antique qui est morte de soif, déjà à l'époque. C'est-à-dire que déjà à l'époque, en établissant la cité de Samarkand, qui est une des grandes cités des routes de la soie, et ben on avait mis en péril les cités qui se trouvaient en aval. Et déjà à l'époque, on avait fait mourir de soif une ville entière. Et comme on n'a pas voulu abandonner une ville comme Bukhara, les Soviétiques sont allés pomper dans la Moudaria, et avec un système d'écluses, on allait faire remonter l'eau du fleuve vers l'affluent. Donc même très en amont, dans le bassin versant, dans la partie supérieure du bassin versant, on puise déjà dans la Moudaria. Donc vous imaginez ce qui se passe en aval, sur les bords de la mer d'Aral, dans une région qui s'appelle le Karakalpakstan, qui, elle, en réalité, en est presque au compte-gouttes aujourd'hui, parce que, et d'ailleurs, on a retrouvé l'endroit où le fleuve meurt, on a fait une image de drone, avec le dernier filet d'eau de la Moudaria, il meurt juste devant le delta par lequel il nourrissait, il abreuvait à l'époque cette étendue lacustre qui était la mer d'Aral et qui a aujourd'hui pratiquement disparu. Il y a que cette recherche d'équilibre. Là, tout est totalement déséquilibré. En réalité, le problème, la base, c'est pas vraiment la fonte des glaces. Dans un premier temps, la fonte des glaces va augmenter le débit. Alors évidemment, c'est une vision à court terme. Mais en réalité, ils sont déjà dans un déséquilibre aujourd'hui. Même si les glaciers ne fondaient pas, ils ont déjà une surconsommation de l'eau, ils ponctionnent beaucoup trop. C'est lié aussi avec l'explosion démographique. Donc il y a des enjeux extrêmement cruciaux, potentiellement dangereux, qui vont se jouer en Asie centrale dans les prochaines décennies. Merci beaucoup Cédric Gras. Merci bien.